Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine se termine en beauté. Alors, vous l'avez vu, Binance ferme malheureusement ses portes au Canada, mais cela ne va pas être le sujet principal de la vidéo. J'aimerais vous parler justement du dollar numérique que le Canada veut peut-être mettre en place. Il faut une consultation publique à savoir ce qu'en pense la population. Mais ce n'est pas vraiment une affaire du Canada ou une affaire de la France ou d'un pays en particulier. C'est une information que vous devez tous savoir parce que cela comporte des risques. Il y a juste à voir ce qui se passe en Chine actuellement. Et je n'aimerais pas justement que ce qui se passe en Chine arrive jusqu'au Canada et même arrive justement dans votre pays, peu importe où est-ce que vous êtes dans le monde. Alors, c'est pour ça que j'aimerais faire cette vidéo pour vous éduquer sur la situation. Et si vous aimez toujours le contenu de mes vidéos, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, le mois de mai est un mois très occupé. J'ai eu une conférence il y a quelques semaines au niveau de l'IIBA, donc un regroupement d'analystes d'affaires. Et ça a été une très belle expérience. J'ai reçu de très beaux commentaires. La semaine prochaine, je serai à une conférence, le WAC, le Web à Québec 2023, en présentiel. J'ai très, très hâte de parler d'identité numérique au niveau de la metaverse. Et à la fin du mois, je serai justement à la tendance en blockchain, les tendances récentes en blockchain, qui va être une conférence que je vais donner justement en partenariat avec l'Université Laval. Je serai dans un panel qui parlera justement de la blockchain et de la compétitivité. Donc, c'est un mois très occupé, mais comme vous le voyez, c'est également la même chose au niveau des crypto-monnaies avec Binance, qui est le plus gros exchange au monde, qui va fermer ses portes au Canada parce que la réglementation de l'AMF, donc l'agence qui s'occupe de réguler justement les marchés financiers, a une réglementation trop lourde et qui n'est pas adaptée malheureusement aux crypto-monnaies. Alors, c'est un petit peu triste. Mais vous savez que j'ai plus d'une corde à mon arc, donc je ne suis pas trop inquiet pour moi. Et de toute façon, comme vous le savez, il est préférable d'être propriétaire de ces crypto-monnaies que de les laisser sur un exchange ou sur un site Internet. Alors, évidemment, je rentre directement dans le vif du sujet avec justement cette vidéo sur le dollar numérique. Alors, voyons un petit peu ce qui a été dit au niveau de cette vidéo-là et je vais la commenter au fur et à mesure. La Banque du Canada lance une consultation publique pour la mise en circulation, peut-être potentielle, d'une monnaie numérique. Avec nous pour en parler, Annie Lecomte, qui est professeure au département des sciences comptables à l'UQAM, spécialiste des crypto-actifs. Bonsoir, Madame Lecomte. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qu'une monnaie numérique d'abord, différente d'un crypto-actif comme le Bitcoin, par exemple? En fait, cette monnaie numérique-là, elle aurait cours légal au Canada, comme notre dollar, comme les sous qu'on peut transporte dépenser avec nous. effectivement. Donc, elle serait gérée, elle serait vraiment encadrée par la Banque du Canada et elle serait au même titre que, justement, que ces devises-là dont on parle. Donc, elles sont encadrées, elles sont réglementées. Alors effectivement, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées actuellement au Canada. Et justement, cette monnaie, cette nouvelle monnaie numérique ne va pas être si différente que ça de la devise canadienne. C'est exactement la devise canadienne qu'on va avoir et qui va être numérique, donc qui ne sera pas tangible. C'est ce qui est mentionné évidemment dans la vidéo et c'est ce qui va être mentionné un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que le Canada ou la Banque centrale du Canada pourrait justement rendre légales certaines crypto-monnaies comme le Bitcoin, par exemple. Donc, le fait que le Bitcoin ne soit pas légalement une devise légale au Canada, eh bien, il y a deux choses à comprendre. C'est que le Bitcoin pourrait être une devise qui pourrait être, qui ne représenterait pas le Canada en tant que tel, qui ne représenterait pas la devise canadienne, mais qui serait legal tender, donc qui pourrait être utilisé pour acheter des biens et des services dans chacun des commerces. Donc, si justement le Bitcoin a tout simplement une valeur légale au Canada, ça ne veut pas dire qu'il est l'équivalent de la devise canadienne, mais ça veut dire qu'il peut être utilisé pour acheter des produits et des services dans des biens. Et donc, ça obligerait, dans le fond, tous les commerces ou toutes les personnes à accepter le Bitcoin comme si c'était une devise canadienne. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose,
C'est justement qu'on pourrait faire, que le Canada pourrait faire aller un pas plus loin en disant que le Bitcoin a une valeur légale, donc une valeur légale identique à la devise canadienne. Mais évidemment, ça, c'est ce qui a été fait au Salvador. Mais encore une fois, on n'est pas obligé d'aller à ce point-là. Donc, en termes de légalité des crypto-monnaies, et parlons tout simplement du Bitcoin, le Bitcoin pourrait avoir une valeur légale, donc pourrait être justement une monnaie qui pourrait être acceptée par les différents commerces, ou le Bitcoin pourrait être reconnu comme l'équivalent de la devise canadienne. Et c'est ce qui n'est pas évidemment aucune des deux situations n'est le cas actuellement, mais c'est ce qu'elle explique justement en disant que cette nouvelle devise numérique aurait un cours légal alors que le Bitcoin n'a pas de cours légal actuellement au Canada. Mais elles sont numériques. Absolument. Et ça veut dire quoi, ça, numérique? Ça veut dire qu'elles ne sont pas tangibles. Donc, ce n'est pas comme un billet de 20 qu'on peut avoir dans les mains. C'est 100 en ligne, si on veut, 100 virtuel. Alors effectivement, le fait que justement cette monnaie soit numérique ou 100% numérique, eh bien, va faire en sorte de faciliter, de pouvoir programmer ce qu'on va faire avec cette nouvelle devise, avec cette nouvelle monnaie numérique. Donc, il y a justement des programmes informatiques ou du programme informatique qui pourrait justement être intégré directement dans cette monnaie-là, ce qui est différent de la situation actuelle où il y a quelques devises qui sont numériques dans les transactions que l'on fait en ligne et du cash que justement nous allons avoir, l'argent tangible que nous allons avoir dans notre main qui doit être échangé justement de main à main, de pair à pair. Donc, c'est ça, cette différenciation entre justement une monnaie qui va être tangible ou la monnaie qu'on a actuellement et une monnaie qui va être 100% numérique. De toute façon, déjà, une très grosse partie de nos échanges financiers puis des transactions qu'on fait sont numériques déjà, non? Absolument. C'est quoi donc la différence entre les transactions qu'on fait en dollars canadiens en ce moment de façon numérique et la création d'un dollar numérique? En fait, la différence, c'est surtout axé vers, par exemple, une tranche de la population qui va beaucoup transiger avec de l'argent comptant, par exemple. Donc, ces gens-là n'ont pas nécessairement un compte bancaire. Alors, cette devise-là leur permettrait de continuer à transiger dans un monde où éventuellement on est de plus en plus, vous l'avez dit, vers le numérique. Donc, de pouvoir transiger sans nécessairement avoir un compte dans une institution bancaire. Donc, ils pourraient toujours rester en périphérie des institutions pour diverses raisons, parce que certaines personnes ne veulent pas y aller, certaines ne peuvent pas y aller aussi pour diverses raisons. Donc, ça permettrait d'offrir une solution de plus, un outil de plus. Alors, il y a un petit point que je voudrais faire ressortir par rapport à ce qui vient d'être expliqué. Alors, évidemment, c'est un argument de dire qu'il y a certaines personnes dans la population qui continuent de transiger majoritairement en cash, avec de l'argent justement liquide. Mais je pense que cet argument est assez faible pour donner raison justement à avoir un dollar qui va être 100% numérique. Tout simplement parce qu'il y a l'aspect informatique, comme je viens de le dire. Et il faut bien démystifier les deux choses. Il y a justement, lorsqu'on crée un dollar numérique, eh bien, il y a l'actif qui va être 100% numérique, exactement comme le Bitcoin, l'actif Bitcoin qui est 100% numérique, mais il y a également le mécanisme ou le système qui va permettre justement de faire transiger cet actif qui va être 100% numérique. Donc, je pense que c'est la raison première pour laquelle, justement, la Banque du Canada est en train de se pencher vers, justement, un dollar numérique. Non pas juste pour pouvoir permettre à certaines personnes qui ne veulent pas utiliser des institutions financières, ne veulent pas avoir de compte bancaire ou ne peuvent pas avoir de compte bancaire. Je suis certain que ce n'est pas pour cette raison-là qu'ils veulent mettre en place justement cette monnaie numérique. La raison pour laquelle ils veulent mettre cette monnaie numérique, je vais en parler un petit peu plus tard, mais ce qu'ils veulent mettre en place exactement, c'est un système qui va permettre de transiger avec un actif qui va être 100% numérique et qui va être stable parce que ça va être l'équivalent justement du dollar et ce ne sera pas un actif qui va être volatile comme le Bitcoin, et ce ne sera pas également la blockchain qui est le mécanisme, qui est le système qui permet de transiger sans intermédiaire. Mais sans l'intermédiaire des banques.
Là, c'est encore en discussion. Donc, la Banque du Canada, pour le moment, est en train d'évaluer, on dit qu'elle est dans la phase de développement, donc en train de regarder les différentes options. Une des options, ce serait qu'elle pourrait le faire par elle-même, donc lancer le processus et le gérer au complet. Ça pourrait aussi passer par des institutions financières, mais il resterait fort probablement toujours cette option de rester en dehors du système bancaire, donc de toujours garder cette option-là ouverte. Alors, c'est un petit peu drôle de penser que la Banque centrale va mettre en place justement une monnaie numérique, mais qui va rester en dehors du système financier, du système bancaire. La Banque centrale, le système bancaire, et il y aurait une scission entre les deux par choix. Si on veut, on peut rester en dehors du système bancaire, mais si on veut, ben, on peut utiliser cette monnaie-là et rapidement être rattaché au système bancaire. Donc, vous voyez un petit peu justement la contradiction dans l'argument qui est amené là maintenant, alors qu'on sait que justement la Banque centrale, si on va voir justement exactement quelle est la définition de la Banque centrale, on voit que la Banque centrale s'occupe justement de la politique monétaire, donc de modifier la quantité d'argent qui se trouve en circulation pour justement faire fluctuer l'économie. Sauf on peut réaliser que malheureusement, justement, lorsqu'elle va émettre, lorsqu'elle va changer cette politique monétaire, eh bien, ce changement va avoir un impact sur la vie de chacun des citoyens du pays parce que vous allez commencer à perdre votre pouvoir d'achat. Et c'est ce qu'on appelle justement, c'est ce qui arrive lorsqu'il y a des récessions, lorsqu'il y a de l'inflation et ainsi de suite. Mais la Banque centrale du Canada s'occupe également du système financier, donc de promouvoir la fiabilité, la solidité, l'efficience des systèmes financiers au Canada et à l'échelle internationale, donc de s'assurer d'avoir un système qui permet de communiquer avec le système bancaire et les autres systèmes financiers, la bourse et ainsi de suite, pas juste au niveau du Canada, mais à l'échelle internationale. Au niveau de la monnaie, elle s'occupe de justement de émettre de la monnaie sur le marché, la distribution de billets de banque canadiens, la gestion financière, donc ce sont les agents gouvernementaux qui gèrent justement la dette publique et les réserves de change nationales. Et pour finir, la supervision des paiements de détail, donc la supervision des fournisseurs de services de paiement, donc les PayPal et ainsi de suite. Donc, on voit que justement, la Banque du Canada, en mettant ce système en place, va toucher tous ces secteurs d'activité qu'on l'on voit là, la politique monétaire, système financier, monnaie, gestion financière, supervision des paiements de détail. Donc, tout ça va être 100% numérique, 100% informatisé. Donc, c'est ce qui va faire en sorte que la Banque du Canada va avoir une plus grande influence sur la vie de tout un chacun. C'est très différent de ce que les crypto-actifs font, justement, où il n'y a pas de banque centrale, où il n'y a pas ces institutions-là. On est à l'opposé du Bitcoin? On est totalement à l'opposé. Parce que, comme je disais, ça va être réglementé, ça va être encadré. On n'aura pas cet enjeu de volatilité qu'on a, par exemple, avec le Bitcoin, parce que c'est une devise canadienne. Elle a simplement une autre forme. Et cette idée-là, c'est qu'elle est vraiment lancée avec l'idée de la réglementer et non pas avec l'idée, comme à l'époque avec le lancement du Bitcoin en 2009, de ne pas avoir affaire aux institutions financières. On se rappelle que c'est au tournant de la crise financière de 2008-2009 qu'il y a eu l'émergence du Bitcoin. Et là, on touche un point sensible, la comparaison ou aller justement à l'inverse des crypto-monnaies comme le Bitcoin. Mais comme je viens de vous l'expliquer, il y a deux choses. Il y a l'actif, la devise canadienne ou le Bitcoin, et puis il y a le système qui va permettre de transiger. Alors, la Banque du Canada pourrait justement émettre une devise qui serait garantie par du Bitcoin, par exemple, par un actif qui va être rare, qui va garder justement qui va prendre de la valeur avec le temps et justement utiliser le système du Bitcoin, la blockchain pour pouvoir effectuer ces transactions. Alors, c'est sûr que certaines personnes diront oui, mais Bitcoin, les transactions coûtent cher. Ensuite, on peut faire juste 5 transactions par seconde et on ne peut pas payer du café avec ça. Et toutes ces personnes-là auront tort parce que justement, il y a des solutions comme le Lightning Network qui est une deuxième couche qui permettrait justement d'effectuer des transactions beaucoup plus rapides et pas mal moins chères. Donc ça, encore une fois, ce serait au niveau de la mécanique pour faire les différentes transactions.
En termes justement d'actifs, c'est sûr qu'il faut comprendre que la Banque du Canada veut s'assurer que la monnaie qui va être utilisée comme moyen d'échange, eh bien, il faut que justement cet argent-là, cette monnaie-là soit stable. Parce que, encore une fois, sur le court terme, avoir de la volatilité, genre lorsqu'on veut planifier des courses en famille ou lorsqu'on veut planifier justement le paiement de ses employés, eh bien, on ne peut pas justement avoir une certaine volatilité. C'est pour ça que sur le court terme, c'est très important d'avoir un actif ou une monnaie ou une devise qui va être très stable. Mais sur le long terme, ce n'est pas si grave s'il y a de la volatilité. Le meilleur exemple, c'est que vous mettez de l'argent de côté justement pour votre retraite, ou du moins au Canada, en Amérique du Nord. En Europe, ça s'est fait automatiquement justement par le gouvernement, mais il y a de l'argent qui est pris pour investir justement dans des fonds de retraite qui, eux, vont être volatiles à travers le temps. Sauf que cette volatilité-là, sur le long terme, eh bien, elle est moins grave que si justement vous aviez beaucoup de volatilité avec une monnaie que vous vouliez dépenser demain, après-demain, dans un mois et ainsi de suite. C'est ça qui est important de comprendre justement lorsqu'on compare une devise canadienne ou la devise qu'on veut mettre en place et le Bitcoin, parce que ce sont deux choses différentes qui fonctionnent de manière différente, mais elles ne sont pas opposées. Elles peuvent être complémentaires. Le monde des crypto-actifs qui présente certains des avantages de décentralisation et de non-encadrement par une institution comme une banque centrale, on ne retrouve pas ça dans l'idée du dollar numérique. Non, et justement, ça va même plus loin parce que la Banque du Canada se questionne sur... on sait que les actifs numériques, les crypto-actifs, crypto-monnaies, Bitcoin, sont sur des chaînes de blocs décentralisées. Mais là, on se pose même la question, est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir cette décentralisation-là? Parce que l'objectif, ultimement, c'est de ne pas avoir de tierce partie pour compléter une transaction. Ça, c'est l'objectif quand on pense aux crypto-monnaies. Ce n'est pas cet objectif-là qu'on a avec la Banque du Canada. La Banque du Canada est cette tierce partie dans laquelle on peut avoir confiance. Et donc, voilà une des premières raisons pour laquelle la Banque du Canada, justement, veut émettre une monnaie digitale. C'est tout simplement pour rester en contrôle, justement, de la politique monétaire et pour être, justement, ce tiers parti. Malheureusement, être un tiers parti dans certaines situations peut coûter très cher en termes de frais d'utilisation et peut être très lourd également. Si on regarde le système financier, par exemple, si je veux envoyer une transaction du Canada à la Belgique ou du Canada justement en Afrique, au Congo par exemple, eh bien avec le système bancaire, ça va me coûter peut-être pas cher, mais ça va prendre énormément de temps. C'est pour ça que je dois faire affaire avec différentes institutions comme MoneyGram, Moneytrans et d'autres pour pouvoir justement faire ce transfert international. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, avoir des intermédiaires, soit ça coûte cher ou soit c'est beaucoup plus lent dans un processus. Tandis qu'avoir un système décentralisé comme les crypto-monnaies ou comme la blockchain, eh bien, ce genre de système permet de outrepasser ces intermédiaires qui ne servent vraiment à rien. Parce qu'encore une fois, lorsque la monnaie est numérique, cela devient comme de l'information, cela devient comme envoyer un email à une personne, sauf que justement, la différence entre un email et une crypto-monnaie, c'est que dans le cas d'un email, eh bien, ça n'a aucune valeur monétaire, mais dans le cas d'une crypto-monnaie, ça a de la valeur parce que dans certains cas, c'est une réserve de valeur, un moyen d'échange et c'est quelque chose de rare. Pourquoi la Banque du Canada fait ça? Ça nous servirait à quoi d'avoir une devise numérique? Une des raisons, c'est qu'on est en train de se préparer. Alors, ils ne veulent pas être pris de court. Ils se préparent, ils consultent la population à ce sujet-là parce que si on voit qu'il y a un transfert de plus en plus important vers le digital, on ne veut pas créer un mouvement vers les crypto-monnaies ou encore vers des monnaies numériques d'autres pays où là, on pourrait avoir une instabilité de notre système financier. Donc, ça nous permettrait de garder le contrôle, en fait, de l'équilibre du système financier. Alors voilà encore, on parle du contrôle du système financier par la Banque centrale, par le gouvernement. Alors malheureusement, je trouve ça un petit peu triste justement qu'on mette de l'avant le fait de ne pas être pris de court, d'être un peu innovateur dans ce sens-là, parce que justement, on ne veut pas que en cas de situation où tout le monde commence justement à aller vers des monnaies digitales, on ne veut pas que le Canada soit en arrière, on veut que le Canada soit prêt.
Mais je ne suis pas certain qu'avec une consultation de la population qui ne comprend pas comment fonctionne l'argent, comment fonctionne le système financier, comment fonctionne le système bancaire ou comment fonctionne justement l'informatique, je ne suis pas certain, encore une fois, que la population soit le meilleur juge de savoir s'il faut mettre en place ce système, ce nouveau système monétaire ou non. Alors, personnellement, comme je le dis, je ne suis pas pour justement cette devise numérique-là, tout simplement parce que je pense il devrait y avoir des changements à ce niveau-là. Comme je vous l'ai montré la semaine dernière et je vous le remontre très rapidement, donc, avoir justement la banque centrale qui émet de l'argent et qui vous donne cet argent-là, que l'argent soit numérique ou que l'argent soit tangible, ce n'est pas une bonne monnaie, ce n'est pas un bon investissement parce que ça va perdre de la valeur. Alors, si cette nouvelle devise est 100% numérique, eh bien, ça devient beaucoup plus facile pour la Banque du Canada d'imprimer beaucoup plus d'argent, de changer sa politique monétaire. Et lorsqu'on crée quelque chose qui n'est pas rare, eh bien, ça perd de la valeur et vous allez perdre, encore une fois, votre pouvoir d'achat. Tandis que justement, l'argent qui est quelque chose de bien, une bonne façon d'avoir de l'argent, c'est de le rattacher justement à quelque chose, à un actif qui a de la valeur et qui est très rare, qui est en demande. Lorsque la demande est supérieure à l'offre, c'est là que justement on conserve un pouvoir d'achat et que justement l'actif prend de la valeur. Donc il y a toujours de la demande pour de l'or, il y a toujours de la demande pour du Bitcoin, toujours de la demande justement pour l'immobilier et pour certains types d'actions. Donc, si la Banque du Canada décidait justement de garantir sa devise par de l'or, du Bitcoin, de l'immobilier, eh bien, à ce moment-là, ça deviendrait justement une bonne monnaie. Et c'est ça qu'on veut. On veut avoir une bonne monnaie. Mais que ce soit une monnaie qui soit tangible, des billets de banque, ou alors que ce soit une monnaie numérique, ça ne change rien tant que justement la Banque du Canada décide d'imprimer de l'argent à tort et à travers. Et sortir comme justification que justement on veut rester en contrôle du système monétaire, selon moi, n'est pas une bonne justification pour pouvoir justement s'en aller vers un dollar numérique. Ça, c'est une des raisons. Il y a d'autres pays, justement, qui ont déjà leur monnaie numérique, donc on est un peu en retard dans notre réflexion? En fait, c'est que pour le moment, la réflexion, il y a 11 pays pour le moment, oui. Aux dernières nouvelles, qui ont lancé. Ce sont, bon, il y a la Chine, évidemment, qui est un très gros pays, mais sinon, ce sont des plus petits joueurs. Beaucoup de pays se questionnent. Il y a même des pays qui ont déjà déterminé que pour le moment, ce n'était pas une option qui était sur la table. Donc, ils le regardent. C'est un dossier qu'ils regardent, mais pour le moment, pour eux, ce n'est pas une priorité. Donc, c'est pas qu'on est en retard, c'est qu'on se dit, on se prépare. Ouais. Et si besoin est, on pourra lancer la technologie. On sera prêt à le faire. Alors malheureusement, mentionner la Chine comme premier exemple justement de lancement de cette devise numérique n'est vraiment pas une bonne chose. Alors, c'est sûr que comme je l'ai dit en début de vidéo, la Chine a mis en place un système de crédit social. Et ce système de crédit social n'a vraiment pas une bonne presse à l'international. Alors, on voit justement que ce crédit social-là créer justement un moyen de pouvoir placer, dans le fond, les citoyens sur une échelle de 1 à 10, par exemple, et de punir, dans le fond, les citoyens qui, justement, n'ont pas une bonne affiliation avec le gouvernement. Donc, punir en ralentissant leur Internet, leur vitesse Internet, en les empêchant justement d'acheter des différentes actions, en les empêchant justement de voyager. Et donc, tout ça, c'est en place avec un crédit social. Sauf que ce crédit social est directement relié justement à la devise numérique chinoise qui a été mise en place, le yen. Et ce qu'il faut savoir, c'est que justement, il se pratique énormément pour mettre en place cette devise numérique en 2023. Et justement, ça va avoir un gros impact. Ça va avoir un impact sur les compagnies. Encore une fois, le crédit social va être justement en lien avec chacune des compagnies dans tous les secteurs d'activité justement de la population en Chine. Et justement, ça va avoir des répercussions parce que, encore une fois, comme je le disais, si la devise
canadienne devient numérique, eh bien, ça va être des données, ça va être de l'information. Et donc, ils vont être en mesure de traquer justement chacune de vos transactions, de retracer chacune de vos transactions financières et d'être en mesure de vous dire, vous étiez là, vous avez acheté ça à tel moment par telle personne et ainsi de suite. Alors que ce qu'ils disent, l'argument qu'ils ont donné, c'est de pouvoir justement être en dehors justement du système financier, du système bancaire et d'utiliser encore une fois cette devise numérique comme si vous utilisiez de l'argent comptant. Mais on voit encore une fois que la population, le gouvernement chinois et la police utilisent justement toutes les informations pour pouvoir justement avoir un crédit social par justement individu et l'utilisation de leur devise numérique ne va pas changer la donne, elle va justement accentuer les choses. Et si vous pensez que c'est quelque chose qui reste, qui va uniquement être au niveau de la Chine, eh bien, vous vous trompez parce que déjà au Canada, l'année dernière, eh bien, le gouvernement avait déjà attaqué les finances, justement, de ces camionneurs qui avaient fait la grève au niveau d'Ottawa. Et donc, ils avaient bloqué leur compte en banque, justement, en contactant chacune des institutions financières pour essayer de voir, essayer de retracer les camionneurs qui avaient reçu, justement, un soutien financier et d'être en mesure de bloquer justement toutes les comptes en banque des camionneurs et de tous ceux qui leur avaient justement, qui les avaient soutenus financièrement. Donc ça, on voit que justement, c'est une situation qui a fait beaucoup de bruit dans le monde et justement, c'est ce genre de situation qu'on appelle justement une surveillance ou les bases du crédit social qui risque d'arriver si jamais le dollar numérique arrive justement au Canada. Alors évidemment, c'est quelque chose qui risque d'arriver et c'est pour ça que il faut être au courant et que vous devez être éduqué par rapport à justement cette situation. Heureusement, ce n'est pas partout que justement on s'en va dans cette direction-là. On voit justement des personnalités politiques qui, un an plus tard, comparent encore justement le fait que le gouvernement de M. Trudeau, qui a justement bloqué les banques, les comptes en banque justement des camionneurs, il compare ça justement au système de crédit social de la Chine dont je vous parlais il y a quelques minutes. Est-ce qu'il y aurait des enjeux de confidentialité ou de fraude potentielle? Absolument. Mais ces enjeux-là ne seront pas tellement différents de ce qu'il y a déjà dans les institutions financières parce que le fonctionnement va être sensiblement le même, c'est-à-dire qu'on va chercher, va falloir respecter tous les règlements anti-blanchiment d'argent, l'importance de connaître le client, les fameux KYC dont on parle dans le système, ça va être la même chose. Donc, on va s'exposer aux mêmes risques. C'est sûr que le volet technologique peut en inquiéter certains, mais on est déjà dans ce volet-là à multiples niveaux. On a les transferts interac, on travaille beaucoup avec ça, les paiements en ligne, tout ça. Et donc, on connaît déjà les risques. Et malheureusement, sur ce point-là, je ne suis vraiment pas d'accord. Parce qu'encore une fois, des enjeux de sécurité d'un point de vue financier, on le voit avec le système financier actuel. Et je ne suis pas sûr que la Banque du Canada serait en mesure de mettre en place un système qui va être meilleur que le système financier qui existe déjà ou même le système bancaire qui existe déjà. Alors, étant donné qu'on va avoir l'informatisation de la monnaie, eh bien, c'est là que justement, on peut intégrer beaucoup plus de surveillance d'un point de vue informatique lorsque la monnaie devient digitale, alors qu'avant, elle était tangible, elle était liquide avec du cash. Alors, on peut introduire justement de la programmation, ce qui veut dire que dans le fond, si jamais vous recevez de l'argent, une monnaie numérique, eh bien, on peut imposer le fait que cette monnaie numérique ne doit être dépensée que pour l'épicerie ou que pour le transport ou que pour d'autres choses. Cette monnaie numérique peut avoir une date de péremption. Donc, si vous ne dépensez pas cet argent-là avant une certaine date, à ce moment-là, ben, vous perdez justement la valeur, la totalité de la valeur de cet argent-là. Il peut y avoir des termes et des conditions directement implantés dans cette monnaie numérique que la Banque du Canada veut mettre en place. Donc, il y aura beaucoup plus de surveillance et des problèmes de confidentialité, malheureusement, si on met en place justement cette monnaie numérique qui va être basée, encore une fois, le système qui sera basé très certainement sur le système financier que nous connaissons déjà. Donc, consultation en ce moment. Et ensuite, si on décidait de lancer une monnaie numérique, ça prendrait combien de temps? C'est difficile à statuer et même la Banque du Canada ne l'a pas encore statué parce qu'eux, ce qu'ils disent, c'est
ça va dépendre des hypothèses de travail. Est-ce qu'on veut le faire nous-mêmes, Banque du Canada, à 100 Est-ce qu'on veut aller avec des partenaires? Là, les partenaires pourraient nous aider. Si on va avec les institutions financières, mais ils ont déjà les protocoles, les processus en place. Ça va aller un peu plus rapidement. Mais tout est une question d'avantages et inconvénients, donc ils vont devoir, et c'est une des raisons, ils vont devoir regarder, c'est une des raisons pour lesquelles ils consultent la population. OK, on va suivre ça de près. C'est très intéressant, Annie Lecomte. Merci beaucoup. Alors, comme vous le voyez, je ne suis pas un grand fan de ce dollar numérique-là. Et que ce soit le dollar numérique au Canada, en France ou en Belgique, eh bien, ça va être toujours la même chose. On prend exemple actuellement sur la Chine et c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur parce que nous allons perdre beaucoup à passer justement d'une monnaie tangible à une monnaie numérique. Dans tous les cas, j'espère que la Banque du Canada fera ses devoirs et qu'elle s'assurera justement de garder en haut de ses priorités la confidentialité des différentes transactions et le respect des citoyens du Canada. Alors, je vous laisse là-dessus. Merci d'avoir écouté la vidéo. À très bientôt. Peace.